La Cour de justice de la République va ouvrir une enquête contre Éric Dupond-Moretti. Alors c'est une plainte pour prise illégale d'intérêt qui a été déposée par les deux principaux syndicats de magistrats. Ils accusent le garde des Sceaux d'utiliser sa fonction pour se venger de plusieurs magistrats et en particulier de ceux qui ont épluché ces fadettes, ces relevés téléphoniques en marge de l'affaire Paul Bismuth. Le parquet national financier cherchait alors à identifier la taupe qui a prévenu Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute. Celui qui était à l'époque un ténor du barreau hurle au scandale, parle de méthode de barbouze et porte plainte contre le PNF. Ils ont constaté qu'il y avait Maître Dupond-Moretti dans les contacts de Maître Herzog. Et quand cette affaire a été révélée, Maître Dupond-Moretti, avocat à l'époque, s'était insurgé en disant que c'était pas normal qu'on a regardé dans ses relevés téléphoniques, que c'était une barbouzerie. Il avait eu des mots très très violents à l'encontre du parquet national financier. Il faut savoir qu'en France, on a le droit de demander pour le moment, en l'état du droit, les relevés téléphoniques des avocats. Il n'y a pas de règles particulières par rapport à ça. Il a déposé plainte pour violation de sa vie privée contre le parquet national financier. Une semaine plus tard, après avoir déposé cette plainte, il devient ministre de la Justice. Nous allons le voir en lui disant que nous allons travailler avec lui, mais qu'il faut qu'il clarifie son positionnement parce que maintenant qu'il est ministre, il a un certain nombre de pouvoirs, notamment de déclencher des enquêtes disciplinaires contre les magistrats et que effectivement il y avait une inspection qui avait été lancée par Madame Belloubet pour aller voir comment fonctionnait le service du PNF dans cette affaire. L'inspection devait être rendue bientôt. On lui a dit vous ne pourrez pas prendre de décision dans cette affaire-là alors que vous-même vous aviez déposé plainte contre le parquet national financier. Vous seriez en conflit d'intérêts. Mais quand le rapport de l'inspection a été rendu, il a quand même pris une décision, il a décidé d'aller plus loin et là de lancer une enquête prédisciplinaire contre 3 magistrats du parquet national financier. Donc finalement, il a utilisé ses prérogatives de ministre qui lui permettent de lancer des enquêtes contre les magistrats dans une affaire dans laquelle il était directement concerné. Donc c'est là, si vous voulez, le problème, c'est qu'un ministre ne peut pas utiliser ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes. Et il balaye d'un revers de main toutes nos tentatives pour entamer un dialogue avec lui sur le problème de principe que pose effectivement sa décision. Donc on a un ministre qui, pour nous, piétine les institutions, piétine la séparation des pouvoirs, est dans des actes d'intimidation par rapport à la justice économique et financière, et c'est ça qui est très grave et qui, pour nous, ne pouvait pas rester sans réponse de notre part. C'est une évidence pour tous les gens de bonne foi. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faut être juge et partie. Il y a une définition du conflit d'intérêts qui est dans plusieurs textes. C'est la situation d'interférence entre un intérêt public et un autre intérêt privé ou public qui va laisser présumer que le décideur ne prend pas sa décision en toute impartialité. Donc là, on est absolument en plein dedans. Vous avez un ministre qui a déposé plainte parce qu'il s'estimait personnellement victime de faits d'infractions pénales commises par le parquet national financier et qui, une semaine plus tard, devient ministre et saisit l'inspection générale de la justice d'une enquête prédisciplinaire. Donc il n'y a pas de doute que c'est un conflit d'intérêts. Et en plus, ce n'est pas le seul, puisqu'on découvre quelques semaines plus tard qu'il a également saisi l'inspection contre un juge d'instruction qui était en poste à Monaco précédemment. Pendant 2 ans, il a enquêté sur une affaire de corruption présumée qui implique les plus hauts dignitaires de l'État. Le magistrat revient pour la première fois sur le rocher depuis qu'il en a été brutalement débarqué. Ce juge d'instruction avait aussi mené une enquête en matière économique et financière qui le faisait remonter à des hauts personnages, on va dire, de la principauté de Monaco, et notamment le chef de la police monégasque, dont l'avocat était Éric Dupond-Moretti. Et quand le juge d'instruction a répondu à des interviews pour dire qu'il y avait eu des obstacles à son enquête à Monaco et que finalement on lui avait fait partir alors qu'il essayait de faire une enquête, Éric Dupond-Moretti, à l'époque avocat, avait dit que ce juge d'instruction était un cow-boy et qu'il allait déposer plainte contre lui pour le compte de son client, le chef de la police monégasque. Et là, c'est la même histoire. Devenu ministre, quelques semaines plus tard, il saisit l'inspection contre ce juge d'instruction. Donc on voit, il ne le fait pas une fois, il le fait 2 fois. Et à partir du moment, effectivement, où monte un petit peu cette question de conflit d'intérêts qui le concerne, il y répond de façon extrêmement méprisante, en expliquant que ce sont les syndicats de magistrats qui veulent lui faire la guerre, qui ne veulent pas travailler avec lui, qui veulent l'impunité, qui refusent d'être responsables, et donc balaye d'un revers de main toutes
les questions de principes institutionnels qui, normalement, devraient, en plus pour un ministre de la Justice, être fondamentales. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, le fait que les enquêtes contre la corruption puissent être conduites de bout en bout, sans obstacle pour les magistrats. Tout ça, ce sont des choses qu'un ministre devrait prendre à bras-le-corps, devrait défendre de manière très importante. Et au contraire, il piétine tout ça. Il est dans un discours, en plus, de jouer les citoyens contre les juges. C'est une situation qui est à la fois inédite dans la violence, si vous voulez, de ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas non plus nouvelle, parce qu'on sait très bien que depuis des dizaines d'années, quand la justice essaie de faire respecter le principe d'égalité devant la loi, c'est très compliqué. Elle est toujours en proie à des obstacles très importants. Dans les équilibres démocratiques, on n'a pas encore une justice totalement indépendante et le pouvoir politique essaye toujours de la garder un peu sous cloche. Dans la Constitution, c'est le président de la République qui est le garant de l'indépendance de la justice. C'est une anomalie d'ailleurs que la Constitution dise ça. C'est le pouvoir exécutif qui est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, alors que normalement la séparation des pouvoirs voudrait que ce ne soit pas de l'exécutif que dépende l'indépendance de la justice, évidemment, puisque précisément certaines attaques contre l'indépendance de la justice peuvent venir de l'exécutif. Et là, c'est ce qu'on voit. Quand un ministre de la Justice se comporte comme il se comporte, évidemment, le président de la République ne va pas facilement désavouer son ministre. Donc, il est garant finalement de pas grand-chose. L'avocat Éric Dupond-Moretti est garde des Sceaux. Qui l'a choisi? Emmanuel Macron ou vous? C'est le président de la République qui a eu l'idée. Je l'ai reçu et j'ai fait cette proposition parce que c'est un homme qui m'est apparu formidable. En tout cas, on a constaté qu'en faisant les démarches auprès du président de la République, en appelant à ce qu'il exerce ses responsabilités pour que cesse cette situation, ça n'a rien donné. Le cabinet du président de la République nous a répondu qu'il faisait toute confiance à son ministre de la Justice. On a fait aussi une démarche auprès du Premier ministre qui n'a rien donné non plus. La seule chose qui s'est produite à la suite de ce que nous avons dit, organisation syndicale de magistrats et magistrats lorsqu'ils se sont mobilisés, c'est qu'un décret de déport a été pris. Et donc, maintenant, le gouvernement a décidé qu'à l'avenir, le ministre de la Justice ne pourrait plus prendre ce type de décision, c'est-à-dire que dans tous les dossiers qu'il a connus comme avocat, il ne pourrait plus engager la responsabilité disciplinaire des magistrats, il ne pourrait plus avoir des remontées d'informations qui lui arrivent sur ces procédures-là dont il a pu connaître comme avocat. Et donc, pour l'avenir, on a apporté une réponse au problème. La question, c'est pourquoi a-t-on attendu 3 mois avant de le faire? Et la question, c'est aussi, dans les 2 affaires où le ministre finalement a procédé alors qu'il n'aurait pas dû le faire, on le voit bien maintenant qu'il y a le décret qui l'interdit, pourquoi ces procédures se poursuivent-elles alors qu'elles sont au départ basées sur des décisions qui nous paraissent illégales? Donc ces situations-là ne sont pas réglées. On n'a pas obtenu de réponse institutionnelle auprès du président de la République, du Premier ministre pour y répondre. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, n'ayant plus aucun autre moyen et ne pouvant pas accepter l'idée de créer un précédent dans lequel on passe là-dessus, et puis tant pis, c'est pas très grave. On a déposé plainte avec les 3 organisations syndicales de magistrats. Dans la magistrature, on est très syndiqués. Il y a quasiment la moitié des magistrats qui sont à un syndicat ou à un autre. Et tout ça a été fait après une réflexion interne très poussée pour savoir si effectivement cette démarche se justifiait. Et elle se justifie parce qu'aujourd'hui, notre seul recours, c'est de demander à la justice de dire le droit, finalement. Nous avons eu un retour de la Cour de justice de la République qui nous a indiqué que la plainte avait été déclarée recevable. Maintenant, c'est la commission de l'instruction, la commission d'instruction plutôt de la Cour de justice de la République qui est en train de faire l'enquête, comme le ferait un juge d'instruction dans une affaire classique, pour déterminer effectivement s'il y a des indices graves concordant contre le ministre d'avoir commis cette infraction pénale. Donc là, on en est à ce stade-là et nous, on n'a pas d'éléments sur l'avancée de la procédure puisque devant la Cour de justice de la République, il n'y a pas de partie civile. Donc nous ne sommes rien, nous avons dénoncé les faits, on a été avisé que la plainte était recevable, mais par la suite, nous n'avons pas de droit particulier dans cette procédure. Donc il faudra voir quelles sont les décisions qui sont annoncées par la suite. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la définition du conflit d'intérêts que j'ai donné tout à l'heure, l'interférence entre des intérêts, qui laisse penser que le décideur n'est pas impartial dans sa prise de décision, la définition du délit pour lequel on a déposé plainte, qui est l'infraction pénale, elle est plus restrictive. Il faut des conditions plus fortes, on va dire, pour pouvoir dire qu'il y a prise égale d'intérêt. C'est un délit qui a plutôt été créé au départ dans le contexte de l'attribution des marchés publics
notamment par les collectivités, pour dire qu'effectivement, un décideur pouvait favoriser plutôt une partie parce qu'il y avait un intérêt lui-même. Donc on est dans quelque chose qui est plus restrictif. Donc la question est de savoir si on a bien une infraction pénale. Nous, on pense que oui. On pense qu'effectivement, tous les éléments sont caractérisés pour que cette infraction de prise illégale d'intérêt soit constituée. Mais maintenant, effectivement, on s'en remet finalement à la Cour de justice de la République pour dire le droit sur ce point-là. Le conflit d'intérêt, c'est sûr. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de conflit d'intérêt, il n'y aurait pas eu de décret de déport décidé par le gouvernement sur ce ministre. En revanche, l'infraction pénale, c'est une autre question qui doit être tranchée par cette Cour de justice. Ce serait une situation assez inédite, je pense. De même que le fait de déposer plainte contre un ministre de la part de syndicats de magistrats, ça n'arrive pas très souvent. D'ailleurs, je sais que l'autre syndicat de magistrats, l'Union syndicale des magistrats, ne l'avait jamais fait. Nous, c'était arrivé une fois dans les années 70. Donc, c'est quelque chose quand même qui ne se voit pas tous les jours. Et sur la mise en examen d'un ministre, bien sûr, je pense que le gouvernement et là, pour le coup, le président de la République, le Premier ministre devront prendre leurs responsabilités. Le ministre aussi. On ne va pas faire des plans sur la comète. Il faut voir d'abord, une chose après l'autre, ce que va décider la Cour de justice de la République. Depuis que Emmanuel Macron a été élu président de la République, il y a tout un tas d'éléments qui se rejoignent pour dire qu'effectivement on a un exercice vertical du pouvoir, c'est-à-dire que c'est le pouvoir exécutif qui concentre tous les pouvoirs, qui par rapport au Parlement, on peut voir effectivement un effacement relatif du Parlement dans les choix qui vont être faits. Et par rapport à la justice, il n'y a pas en effet la volonté de considérer que dans les équilibres démocratiques, la justice doit jouer son rôle. On a eu plusieurs événements depuis 2017. Le choix du procureur de la République de Paris en disant... Le Premier ministre disant de manière assumée qu'il le choisissait finalement parce qu'il était en ligne avec lui, qu'ils étaient à l'aise ensemble. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, l'a redit d'ailleurs devant l'Assemblée nationale il y a une semaine ou deux, puisqu'il y a eu le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les obstacles à l'indépendance de la justice, qui a donné lieu à un débat en séance publique. Et le ministre a été amené à se positionner sur un certain nombre de questions. Et il a redit que c'était important que le pouvoir exécutif continue à nommer les procureurs de la République, à avoir la main là-dessus, parce que c'était mieux d'avoir des procureurs avec lesquels on s'entendait bien. Ça a été dit quasiment comme ça. Ce raisonnement est totalement absurde. En revanche, ça permet, à travers le fait que l'exécutif ait la main sur les carrières des procureurs, d'avoir une mainmise. Un procureur va avoir plus de mal à résister à des demandes, à des injonctions, effectivement, du pouvoir, sachant que c'est le pouvoir qui le nomme. Et on voit bien que là, sous cette mandature, sous Emmanuel Macron, il y a non seulement pas de progrès pour l'indépendance de la justice, mais des régressions qui se sont exprimées à divers moments, et notamment à travers ces épisodes. C'est pas à nous de décider s'il doit démissionner ou pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que cet interlocuteur-là ne peut pas être un interlocuteur de confiance. C'est un ministre qui est extrêmement décevant. Quand il a été nommé, nous nous sommes dit, c'est un profil qui change, qui tranche par rapport à ce qu'on voit souvent comme ministre de la Justice. C'est un avocat qui connaît bien la justice, en tout cas la justice pénale, et qui va peut-être pouvoir mettre un bol d'air, on va dire, et faire avancer des choses qui n'avancent pas depuis des années. Il s'est présenté lorsqu'il a fait sa passation de pouvoir comme le ministre des Droits et des Libertés. Il a expliqué qu'il allait faire progresser un certain nombre de choses, de droits. Donc on attendait des choses, nous, sur le plan de l'accès du justiciable à l'exercice de ses droits, sur les équilibres de la procédure pénale, mais avec un travail serein, on va dire, autour de ces questions-là. On attendait des choses sur un retour par rapport à des lois de plus en plus répressives qui se sont accumulées ces dernières années. On attendait des choses pour les prisons, puisque les prisons sont surpeuplées. On attendait à ce qu'ils reviennent sur toutes les dispositions qui déshumanisent la justice, les cages de verre dans les salles d'audience, la visio qu'on utilise à outrance, donc on ne voit plus les gens en vrai quand ils doivent venir expliquer leur cas, mais on les voit à travers un écran, on les entend pas, etc. Enfin, il y a un milliard de choses sur lesquelles on pouvait se dire qu'un avocat, tel que Dupond-Moretti, qui par ailleurs sait capter l'attention, peut avoir un poids quand il parle, allait pouvoir bouger. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ce ministre a épousé totalement le discours, par ailleurs, qui, en préparation des prochaines élections présidentielles, commence à prendre un tournant sécuritaire depuis cet été. On est sur la lutte contre les incivilités, le grand sujet qui revient et qui est mis en avant finalement pour la justice par le gouvernement. Il épouse tout à fait ça. Il nous explique que la priorité de la justice, ça doit être, alors que c'est déjà ce qu'elle fait, de juger les petits actes de faible gravité. On rejoint d'ailleurs la question du conflit d'intérêts, le désintérêt pour la justice économique et
criminalité financière, la lutte contre la criminalité organisée financière, etc., se retrouve dans les priorités finalement de son action qui est, il nous parle toute la journée des tags, tu casses, tu répares, etc. Ça existait déjà. Mais il en fait tout un plat, on va dire, en expliquant qu'il va tout changer là-dessus, alors que les moyens de la justice sont déjà concentrés de manière importante sur la justice pénale du quotidien. Mais c'est là-dessus qu'il axe finalement son discours politique. Et pour le reste, sur les prisons, il ne se passe rien. La visio, c'est encore pire. Il y a eu une décision du Conseil d'État qui a annulé la dernière ordonnance qui a été prise en novembre, qui permettait de faire de la visio à certains moments du procès aux assises. C'est quand même Maître Dupond-Moretti qui a fait des assises pendant des années, qui permet qu'un tel texte arrive sur le tapis. Le Conseil d'État l'a censuré. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le ministre des Droits et Libertés qu'il prétendait être en arrivant. Donc par ailleurs, sur le fond, c'est effectivement extrêmement décevant. Si le fait d'utiliser des personnalités issues de la société civile pouvait permettre effectivement d'apporter un changement réel, ce serait très bien. Mais là, on voit bien que c'est finalement plus de la communication que du fond. C'est cohérent d'ailleurs. La politique qui est mise en œuvre en matière de justice depuis que Emmanuel Macron a été élu, c'est une loi de réforme de la justice en 2019 qui a au contraire enlevé la proximité de la justice en supprimant les tribunaux d'instance, qui étaient quand même les tribunaux dans lesquels les personnes vulnérables pouvaient faire valoir leurs droits de façon très simplifiée. Donc il y avait un accès facile à la justice. Donc ça, on l'a supprimé. On a éloigné effectivement la justice du justiciable. On a ajouté des dispositions dans l'enquête pénale qui font que les garanties sont encore moins fortes par rapport à des actes d'enquête qui sont de plus en plus intrusifs, qui sont possibles de façon encore plus facile dans l'enquête pénale. Donc il y a une loi 2019 qui va dans un sens de justice plus répressive, dans un sens de justice moins accessible pour les gens. Donc effectivement, ça aurait été bizarre que tout à coup, en plein milieu du mandat présidentiel, on nomme un ministre qui aille faire exactement l'inverse. On sait bien que le garde des Sceaux en 18 mois n'allait pas changer totalement le fonctionnement de la justice, mais il y avait peut-être quelques points sur lesquels il aurait pu choisir de traiter pendant les 18 mois qu'il avait, qui auraient pu faire avancer les choses. Mais ce n'est pas le cas.